Salam alaikum. Donc ça c'est un cas d'un flotteur atrial chez un patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche. Très probablement elle est secondaire au flotteur parce qu'il n'y a pas une autre cause. Donc l'ablation du flotteur elle consiste à quoi? Donc j'ai monté deux sondes. Cette sonde qu'on a mise au niveau du sinus coronaire, il faut se focaliser sur l'écran. Donc elle a 10 pôles et elle enregistre sur l'écran ici les signaux. Et on voit que l'activation, elle vient du sinus coronaire 7-8 vers le sinus coronaire 3-4, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, qui est en faveur d'un flotteur venant de l'oreillette droite ou septale. Après, on a monté la deuxième sonde d'ablation qui est en violet. Elle est au niveau de l'isthme cavo-tricuspide. Ça, c'est une incidence OAG, en oblique antérieur gauche. On voit l'anneau mitral à gauche et l'anneau tricuspide à droite. Et la sonde d'ablation, c'est comme une montre, on la voit à 6 heures. Donc à 6 heures, ça correspond à l'isthme cavo-tricuspide. Et là, on a les signaux atriaux de l'oreillette, les signaux du flotteur, avec un petit potentiel ventriculaire. Voilà. Merci. Donc ici, je vais vous montrer c'est quoi le PPI. Donc, avant de commencer l'ablation de l'isthme cavo-tricuspide, il faut s'assurer que le flotteur, il passe par l'isthme cavo-tricuspide. Comment faire? Donc, on va mettre la sonde au niveau du sinus coronaire, comme je viens de montrer au niveau de l'écran. Là, ça, c'est les rectangles qui correspondent au spike de stimulation. Donc, on stimule par la sonde qui est au niveau de l'ICT à une fréquence plus rapide que le flotteur. Le flotteur, il est à 270 millisecondes. Voici le cycle du flotteur spontané. Et ça, je stimule à 240-45 millisecondes. Donc, je stimule plus rapide. Après, j'arrête la stimulation et je mesure l'intervalle entre le dernier spike et la première oreillette spontanée. Donc, qui est ici à 280 millisecondes. Donc, 280 millisecondes moins 270, on est à 10 millisecondes, ce qui prouve que le flotteur, il passe par l'isthme cavo-tricuspide. Ça, c'est ce qu'on appelle PPI, Post Pacing Interval. Donc, ça, c'est le générateur de l'ablation par radiofréquence. Donc, ici, on fait les réglages. On choisit le type de sonde. Il y a plusieurs types de sondes d'ablation. Il y a la 4 mm, il y a la 8, il y a l'irriguée. Donc, pour le flotteur, on a le choix. On peut utiliser la 8 mm comme on peut utiliser l'irriguée. Pour ce cas, je vais utiliser une sonde irriguée. Donc là, c'est la thermocool ablation. Non, ici. Voilà. Donc après, on a les paramètres de l'ablation. Donc ça nous affiche ici la température du cathéter. Elle est à l'intérieur du patient. Et on a la puissance, on va utiliser 30 watts. Et la durée, il vaut mieux augmenter ici. Clique sur la durée. Voilà, augmente maximum. Parce que l'ablation du flotteur, c'est une ablation, voilà, maintenant, très bien. Donc le flotteur, c'est une ligne. On va faire une ligne qui commence au niveau de la valve tricuspide en allant vers la veine cave inférieure. Donc, ça prend généralement une dizaine, une quinzaine, parfois 20 minutes. C'est pas comme l'ablation focale du Wolf Parkinson White. Généralement, 90 secondes, c'est suffisant. C'est pour ça que j'ai augmenté au maximum la durée. Ici, 999 secondes. Et après, on redémarre. Parce que quand elle arrive à la durée maximale, on redémarre une autre application au besoin. Donc ici, après, on a terminé la procédure. Donc, avant de retirer les cathéters, bien sûr, on a obtenu le retour en rythme sinusal. Ce n'est pas suffisant. On n'arrête pas l'ablation juste parce qu'on a le retour en sinusal. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de flotteur, il est en sinusal le malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va s'assurer qu'il existe un bloc bidirectionnel. Donc, j'ai pris la sonde du sinus coronaire, je l'ai mise au niveau de la paroi latérale de l'oreillette droite et j'ai stimulé par une autre sonde, cette sonde, au niveau de l'ostium du sinus coronaire. Donc, on doit avoir ce qu'on appelle une séquence d'activation du CS9-10 vers le N2, comme vous voyez ici.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de zone de convergence ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à travers les signes cavo-tricuspides. Donc ça, c'est en faveur d'un bloc septolatéral. Après, on va vérifier dans l'autre sens. Montre-nous, Naufel. Oui. Donc ici, on a mesuré le temps entre le sinus coronaire et la sonde d'ablation qui est au niveau derrière les lignes cavo-tricuspides. On est à 160 millisecondes. Donc si on a la durée qui dépasse 150 millisecondes, c'est un critère en plus du blocage entre la paroi septale vers la paroi latérale. Et puis on a fait dans l'autre sens. Montre-nous nos fils. L'autre test. Voilà. Après, on a stimulé derrière du côté latéral de l'isthme cavo-tricuspide en bas. Ce qu'on appelle, c'est comme une montre, on l'appelle 7 heures. Donc, et on a obtenu une durée entre la paroi latérale vers l'ostium du sinus coronaire à 148 millisecondes. Puis, on a comparé un autre point. Montre-nous nos fils. Un autre point plus haut. Voilà, plus haut, on était à 9h, 10h. Et on a simulé, et la durée, elle était 132. C'est-à-dire qu'ici, la durée entre 11h est plus longue que 10h. Ce qui est en faveur d'un blocage latéroseptal. Donc, en résumé, l'ablation du flotteur, arrêt du flotteur avec bloc bidirectionnel. Ce qui est le cas pour ce patient. Le taux de récidive après une ablation de flotteur, c'est inférieur à 1%. Et ça permet également, l'autre avantage de l'ablation du flotteur, si le patient n'a pas de flotteur atrial, même si le score Shatz-Vasc est élevé, on peut arrêter le traitement anticoagulant. C'est une indication dans les recommandations américaines, on ne maintient pas. Si on maintient, c'est une indication classe 2B, c'est-à-dire qu'on a quand même le droit d'arrêter le traitement anticoagulant. Merci. Alors, sinusale, c'est bon, ablation réussie, mais c'était au niveau de la jonction 20 câbles inférieure, mais on ne s'arrête pas ici. Donc on doit être sûr que la ligne elle est bien bloquée. Je vais vous montrer par la suite comment.